Mardi 5 mars 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À l'une de l'actualité de ce jour, le président de la délégation spéciale a officiellement pris ses fonctions à la tête de la ville d'Antananarive. Aujourd'hui, l'organisation du marché, le ramassage des ordures, la réfection des rues, mais aussi le volet social des employés de la commune, ainsi que la sensibilisation des citoyens au paiement des impôts font partie des tâches qui l'attendent. Reportage signé Natira Koutmaouf Intar. Ce n'est pas un étranger aux affaires de la CEA, c'est quelqu'un qui connaît déjà la situation de la ville d'Antananarive, qui en prend aujourd'hui la direction. Une personne loyale en qui le président a confiance dans l'accomplissement de la mission qui lui est assignée jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un maire élu. Bardzon Richara Manambitan a été nommé vendredi dernier à la tête de la délégation spéciale d'Antananarive. Hier, la passation d'administration a eu lieu entre lui et l'ancien maire de la ville, Nananjeti Twain, devenu ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, cet ancien sénateur a officiellement pris ses fonctions en tant que PDS de la ville d'Antananarive. L'organisation des marchés, l'assainissement de la ville, la réhabilitation des rues de la capitale, ce sont parmi les tâches prioritaires qui l'attendent, a-t-il souligné lors de son discours. Cependant, le paiement des impôts est également un problème auquel Antananarive est confronté. À cet effet, le PDS a précisé qu'il avait une stratégie notamment en dédiant un mois pour les impôts à travers une campagne de sensibilisation. En effet, sans paiement des impôts, il n'y aura ni ramassage d'ordures, ni réhabilitation des routes et encore moins le paiement des salaires du personnel. Selon le PDS, en 2021, seulement 22% de la population s'est acquittée des impôts et en 2022, cela n'est qu'à 0,75%. Une situation à laquelle il devra être apportée une solution, notamment en diminuant le montant des impôts à payer, souligne Ramanambitan Richard. En ce qui concerne la cohabitation au sein de la commune, elle peut être considérée comme déjà en bonne voie, notamment avec les conseillers municipaux, car d'après le PDS, ils sont nécessaires notamment dans le changement de l'organigramme, mais aussi en ce qui concerne les 2 vice-présidents qui seront nommés par arrêté très prochainement. Avant la cérémonie de passation officielle, il y a eu la lecture de décret nommant le PDS par le préfet d'Antananarive. La cérémonie d'aujourd'hui a vu la présence de toutes les directions qui composent la commune d'Antananarive, du ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, des employés de la commune et quelques représentants de la population. Dans un autre sujet, la personne violée devrait bénéficier d'une prise en charge psychologique au plus tard dans les 3 jours après le viol, selon un psychologue. Aujourd'hui, passé ce délai, le traitement peut s'avérer difficile, selon toujours les explications. Ruth Kissel Rakout Malal et Hassan Ravanzanaj nous en disent plus. Outre les dommages causés aux organes reproducteurs, le viol provoque également des troubles psychologiques chez la victime. Cela peut les amener à se refermer sur elles-mêmes et changer leur comportement vis-à-vis de la société. Des interventions psychologiques sont donc nécessaires dans les 3 jours qui suivent le viol, explique Andi Miali Andiamalandi, une psychologue. Pour ce faire, les victimes devraient dénoncer leurs tortionnaires. Selon toujours les explications, les victimes ont peur de les dénoncer car elles font l'objet de menaces. Il existe de nombreux centres qui prennent en charge les personnes qui ont été violées. Il existe également de nombreux psychologues à Madagascar. Il faut savoir que le psychologue ne soigne pas les fous ou les aliénés, mais ceux qui ont des problèmes psychologiques. La Chambre des notaires de Madagascar et de l'océan Indien organise la 5e conférence des notariats de l'océan Indien. L'objectif étant le partage d'expériences et d'informations afin de garantir la sécurité juridique des transactions qu'ils traitent. Ruth Kissel Rakout Malal et Yves Janel. De nombreuses lois changent à cause de la mondialisation. Il est donc nécessaire que les notaires les connaissent. En effet, le notaire est un officier public institué pour recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent conférer le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Il s'occupe des problèmes liés au mariage, aux successions et aux transactions immobilières. Actuellement, nombreux sont les Malgaches qui ont recours aux notaires. Cependant, il n'y a qu'environ une 60aine de notaires à Madagascar, dont 8 exerçant à Antananarive et 4 dans chaque capitale régionale. La ministre de la Justice, Rajamanathena Souland Boulatine, a déclaré lors de son allocution qu'un concours de recrutement de notaires est en vue. Le ministère se tient à vos côtés
et considèrent votre métier comme essentiel car vous accompagnez et sécurisez les citoyens dans chaque étape importante de leur vie, à savoir le mariage, leur première acquisition, les financements de leurs projets, la perte d'un proche, etc., etc. J'en ai été le premier témoin lors des caravanes du droit où ce qu'on appelle les Etzkafarazu, que nous avons initié l'année dernière. C'est en effet à travers de cette tournée que nous avons fait ensemble que j'ai pu constater que vous êtes le juriste de proximité par nature. C'est pourquoi cette année, nous allons recruter davantage de notaires par l'organisation d'un concours d'entrée dans le notariat et créer de nouveaux offices de notaires dans toute l'île. La 5e conférence des notariats de l'océan Indien se tient aujourd'hui et demain. Le but étant le partage d'expériences et l'information afin de garantir la sécurité juridique des transactions qu'ils traitent. Ensuite, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dispensera des formations à des jeunes, des formations qui répondent aux besoins des entreprises privées afin de résoudre le problème du chômage à Madagascar. La signature d'un accord de partenariat entre le syndicat des industries malagasy et le ministère visant à assurer la formation des jeunes et à leur permettre d'obtenir un travail décent après la formation a été effectué aujourd'hui. Le but de ce partenariat est de réduire le taux de pauvreté à Madagascar et surtout de redonner du dynamisme à la jeunesse malagasy. C'est Charangianas et Félan Rakudarsul. De nombreuses offres d'emploi sont proposées par des entreprises privées, mais elles ne sont pas toujours compatibles avec l'expérience que possèdent les jeunes malagasy, a déclaré aujourd'hui la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est la raison pour laquelle le ministère dispensera des formations en rapport aux besoins des entreprises privées afin de résoudre ces problèmes. Ainsi, il y a eu aujourd'hui une signature de partenariat entre le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le syndicat des industries malagasy, ou SIM. Ce dernier qui est prêt à fournir des enseignants et du matériel au ministère pour améliorer la qualité de la formation octroyée aux jeunes. Le syndicat des industries malagasy a confirmé sa volonté à accueillir ceux qui auront suivi la formation en fonction des compétences de chacun après la formation. L'objectif est de réduire le taux de chômage à Madagascar et surtout de redonner du dynamisme à la jeunesse malagasy. La formation professionnelle destinée aux jeunes sera favorisée dans de nombreux secteurs afin de réduire le taux de pauvreté à Madagascar, a déclaré la ministre. Fait divers pour continuer, la police, la gendarmerie et les responsables de la municipalité d'Alençour ainsi que les responsables de la base ont établi des stratégies pour restaurer la sécurité dans cette municipalité aujourd'hui. Félan Rakudarsul sur les images de Sech Khaljianasi. Afin de renforcer la lutte contre l'insécurité dans la commune d'Alençour, une réunion à laquelle ont assisté les responsables de la commune, la police, les gendarmes, ainsi que les quartiers mobiles de cette commune a eu lieu ce jour. Il a été décidé lors de cette réunion que l'Anjimaspuknoul sera renforcée, en plus des patrouilles effectuées par les forces de l'ordre dans les zones rouges de la commune. La sensibilisation de la population à respecter les organisations établies sera également renforcée. De telles sensibilisations sont importantes pour assurer le changement de comportement attendu dans la lutte contre l'insécurité selon les chefs de Fukuntani. Et la mise en place des stratégies de lutte contre l'insécurité dans la région Ménabé se poursuit toujours. L'un des problèmes dont se plaignent les habitants est le manque d'éclairage dans la ville. Face à cela, l'installation des lampes solaires et celle de type Cobra dans tout le Fukuntan de Morundav, la capitale de la région, a débuté cette semaine. Aniana Martina nous en dit plus. Le Fukuntan Tandakabe, dans la commune de Morundav, région de Ménabé, a été l'un de ceux qui ont bénéficié d'éclairage public dans le cadre de la mise en œuvre du projet Azava-Nawanao. L'insécurité y régnait auparavant, notamment les vols à la tire à cause de l'inexistence d'éclairage public. Ce problème est actuellement résolu. Au total, 14 lampadaires y ont été installés, la réalisation de ce projet qui est une promesse du président Anjradzel à la population de Morundav. L'éclairage de la ville s'inscrit dans la stratégie de lutte contre l'insécurité et aucun Fukuntan ne sera oublié dans le district de Morundav, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre parrain de la région Ménabé.
L'installation de lampadaires s'est poursuivie dans les Foukountin de Timavou et de Namaoura Nord. Parallèlement à cela, des équipements sportifs ont été remis aux jeunes de Minabé. Concernant les actualités météorologiques, la partie sud du pays sera exposée à des activités orageuses dans les prochains 24 heures, selon le service de la prévision météorologique. Ces fortes pluies sont dues au système qui, après avoir traversé la pointe nord de Madagascar de Voyemar à Mband dans la nuit de dimanche à lundi, se trouve actuellement dans le canal de Mozambique. Reportage. Météo Madagascar parle des averses orageuses dans la partie sud de l'île avec des précipitations de 40 mm à 100 mm en 24 heures. Les pluies seront même fortes et une alerte jaune est lancée pour toute la région d'Atsimotznanan ainsi que pour les districts de Tolanar, Murundav, Mand, Murumbe, Ankazouab Atim, Tuliara 1 et 2 et Sakara. Ces fortes pluies sont dues au système qui, après avoir traversé la partie nord de la grande île de Voyemar à Mband dans la nuit de dimanche à lundi, se trouve actuellement dans le canal de Mozambique. Bien que ce mauvais temps se soit affaibli jusqu'à atteindre un stade de faible circulation dépressionnaire, il continue d'impacter le temps qu'il fait dans le pays, selon Météo Madagascar. Et selon toujours les informations, le système se trouve actuellement au large de Murundav et devrait continuer à longer les côtes sud-ouest de Madagascar dans les prochaines 48 heures. Ce système est prévu s'éloigner complètement des côtes de la Grande Île ce vendredi, mais sera suivi par Météo Madagascar en cas de réintensification. Passons à présent aux actualités internationales. En France, une présidente de l'Assemblée solennelle au milieu des bustes d'hommes, une ministre au bras de sa mère contrainte à avoir recours à un avortement illégal, une députée en robe verte, en hommage aux militantes d'Amérique latine. Pour ce jour historique, de nombreuses femmes politiques ont affiché lundi à Versailles leur fierté et leurs émotions d'avoir inscrit l'IVG dans la Constitution française. Reportage sur les images de France 24. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Un moment de concorde pour l'histoire. À Versailles, la très grande majorité des parlementaires a gravé dans la Constitution le droit à l'IVG. L'émotion se lit sur les visages, notamment chez les représentantes des associations féministes. Une journée chargée de symboles. D'abord celui de Gabriel Attal aux côtés du fils de Simone Veil. Un hommage à celle qui, en 1974, a inscrit dans la loi le droit à l'avortement sous les insultes d'une assemblée alors très largement masculine. C'est toujours un drame. Que la force de vos applaudissements pour son combat et pour sa cause tonne plus fort encore que ces insultes et fasse définitivement justice à Simone Veil. Autre image forte, celle de Yaël Braun-Pivet, car pour la première fois aujourd'hui, une femme présidait un congrès du Parlement, une fierté en ce jour historique. La France serait-elle à contre-courant? Non, elle est à l'avant-garde, elle est à sa place. C'est là sa mission et elle est attendue. Une fierté partagée par nombre de femmes parlementaires, notamment celles des partis de gauche à l'initiative du texte. Certaines sont même venues vêtues de blanc ou de vert, en hommage aux femmes qui se battent encore pour ce droit fondamental. Notre vote est une promesse aussi pour toutes les femmes qui luttent partout dans le monde pour le droit à disposer de leur corps. Votre lutte est la nôtre, cette victoire est la vôtre. Malgré des réticences chez certains, droite et extrême droite ont finalement majoritairement voté pour le texte. Autour de nous, au sein même de l'Union européenne, il y a la restriction du droit à l'avortement en Pologne, en Hongrie. Ces menaces ne peuvent pas nous laisser indifférents. Au moment du vote, place du Trocadéro, c'est la liesse et les larmes chez ces militantes féministes. Parmi elles, Claudine Monteil, pionnière de la lutte pour l'avortement. C'est un moment extraordinaire, c'est un moment que je ne pensais jamais vivre de ma vie, parce que nous nous sommes battus pour qu'on prononce le mot avortement. La Tour Eiffel s'est illuminée en l'honneur de ce vote historique. Emmanuel Macron salue lui une fierté française, un message universel. Ensuite, la vice-présidente américaine Kamala Harris a dit lundi à Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien et rival politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou, sa profonde inquiétude face à la crise humanitaire à Gaza. France 24.
La vice-présidente des États-Unis qui reçoit le principal rival politique de Benjamin Netanyahou. Voici l'image très symbolique de l'entretien entre Kamala Harris et Benny Gantz. Au programme de l'ancien ministre israélien de la Défense, membre du cabinet de guerre, 2 autres rencontres avec le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Des honneurs traditionnellement réservés aux chefs d'État. Monsieur Gantz, les États-Unis doivent-ils s'entretenir avec vous dorénavant plutôt qu'avec Monsieur Netanyahou? Il y a un Premier ministre. Les États-Unis veulent mettre la pression sur le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, plongé dans les négociations pour une nouvelle trêve. Selon les médias américains, Kamala Harris a confié à son rival sa profonde inquiétude face à la crise humanitaire à Gaza. De quoi provoquer des remous dans l'État hébreu. Certains membres du gouvernement israélien reprochent à Benny Gantz de rompre l'unité nationale. Un jeu politique auquel Washington assure ne pas vouloir participer. Il s'agissait d'une demande de M. Gantz de venir aux États-Unis et d'avoir ces réunions. Et il est membre du cabinet de guerre. Nous considérons cette visite comme une conséquence naturelle des discussions pour la trêve. Au Caire, les négociations continuent pour une trêve à Gaza, mais les positions semblent se figer. Le Hamas exige une augmentation de l'aide humanitaire et le retrait militaire israélien du territoire avant tout accord. Des conditions pour l'heure catégoriquement rejetées par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et pour terminer cette édition, la Chine a annoncé mardi 5 mars viser une croissance d'environ 5% en 2024, l'un de ses objectifs les plus modestes depuis des décennies, alors que la deuxième économie mondiale peine à se relancer depuis les années Covid-19. France 24. C'est un objectif de croissance plutôt modeste qui reflète la situation économique du pays. La tendance montre que la croissance chinoise est en train de ralentir, mais cela ne semble pas inquiéter le président Xi Jinping au point de changer radicalement ses priorités, malgré les analystes économiques qui préconisaient un plan de relance très ambitieux. Les dirigeants ici restent plutôt frileux. Ils préfèrent investir dans l'industrie de la tech et visent ce qu'ils appellent un développement de haute qualité plutôt que dans les subventions destinées aux foyers chinois. Cependant, pour atteindre ces 5% de croissance, on attend quand même à quelques politiques de relance. Comme le rapport annuel du Premier ministre Li Qiang indique, la stabilité reste d'une importance capitale ici en Chine. En effet, pour le président Xi Jinping, la sécurité nationale primerait même sur la croissance. Une autre annonce importante qui est sortie à l'ouverture de l'Assemblée nationale populaire ce mardi, le budget militaire à 7,2%. C'est la même chose que l'année dernière et comme l'année dernière, les dépenses militaires augmentent plus rapidement que la croissance du pays. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous. Au revoir.